Ah, la draft NBA, cette soirée durant laquelle les GM peuvent s'illustrer et prouver qu'ils ont du flair. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Allez demander à un fan des Blazers, des Kings ou des Wolves si historiquement leur franchise a bien drafté, vous verrez tout de suite la réponse sur leur visage. Plus sérieusement, quoi de plus beau que de voir une équipe construite grâce à la draft performer et atteindre les sommets de la NBA. Partir de rien, prendre son temps, développer les jeunes. Les Nets et autres super teams qui ne jurent que par les blockbuster trades devraient prendre des notes. Quoi qu'il en soit, merci aux Bucks, aux Celtics et surtout aux Warriors de nous avoir rappelé ces dernières années que pour gagner, il n'y a pas le choix, il faut bien drafter. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode spécial Draft NBA. Aujourd'hui, pour m'accompagner, une équipe uniquement composée de first pick, je vous l'assure. S'il avait été joueur, Olajuwon, Iverson ou LeBron n'aurait pas été pick en 1. S'il avait été GM, il n'aurait pas pris Darko Milicic devant Carmelo Anthony, Chris Bosh et Dwayne Wade. C'est le monsieur draft de l'analyste. Florian est avec nous. Ça va, Florian? Salut à tous, ça va et vous? Bah écoute, ça va super, super très content que le monsieur draft de l'analyste soit avec nous pour parler de draft, ça tombe bien. Très content que tu sois avec nous. Lui est déjà bien NBA ready comme un certain Paolo Banchero. Ses qualités athlétiques feront rougir Jalen Duren et il stretch déjà mieux que Jabari Smith. Tant son tir est fiable, c'est la deuxième fois qu'il est avec nous dans le carton et c'est un plaisir. Salut Raphaël. Salut Hugo, salut tout le monde. Pour le tir, c'est vrai. Alors pour le côté NBA Ready, on en discutera un peu plus tard pour le coup. On va en reparler, vous inquiétez pas. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite, on perd pas de temps. On va commencer à décortiquer un peu le top 5 de cette draft. Donc c'est Paolo Banchero qui a été choisi en first pick par le Magic. Je commence par toi Florian. Banchero en 1, est-ce que c'était une surprise ou pas? C'était une surprise sur les bruits qu'on entendait depuis 2 3 semaines parce qu'on sait que les Américains étaient complètement amoureux de Jabari Smith. On sait que le profil de Jabari Smith ils étaient complètement ouais, amoureux, ils étaient à fond sur ce sujet-là. Après, on a eu la petite news de Vosges qui est tombée aux alentours de 13 14 heures en France où il nous a balancé le top 3. Donc c'est vrai que ça a énervé pas mal de spécialistes parce que ça enlève un peu de cachet à la draft. Et ensuite, on a vu un dernier tweet, peut-être 1 heure ou 2 avant la draft, où Vosges nous dit ah bah en fait le Magic est encore en train de réfléchir, ils savent pas trop, etc. Donc ce qui était certain en fait, c'est que le Magic il se posait encore des questions, il se posait beaucoup de questions, et ça vient totalement corroborer le fait que en fait on avait une draft à 3 pour la majeure partie Ouais. des personnes, et en fait le Magic, on était clairement sur le fait qu'ils ne savaient pas qui choisir. On est clairement dans une draft où il n'y a pas de tier 1, il y a pas de, on y reviendra sûrement plus tard, mais on n'a pas de franchise player à titrer, on n'a pas de superstar en devenir. Donc en fait, parmi les trois, on avait ce choix-là, et je pense que le Magic s'est torturé jusqu'à la fin, et tous ces écrans de fumée pour Jabari Smith, Chatham Green, etc. En fait, ils étaient amoureux de Paolo Banchero, bah, ils n'ont pas réfléchi, ils ont pris le meilleur joueur pour eux. Bah ouais, c'est clair. Après, tu vois, je me souviens un peu le soir de la loterie, les fans du Magic et ouais, étaient plutôt ah on va pouvoir prendre Holmgren, ça va être génial et tout. Ça a pas mal évolué depuis cette loterie en fait. Toi, Raphaël, est-ce que tu as été surpris de voir Banchero partir en 1? Parce que quand même dans la journée, on a eu des infos plutôt contradictoires. Florian l'a dit. On a eu Banchero en 1 annoncé dans la journée. Après, ça revenait sur Jabari Smith. Ça a un peu fait ping-pong. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, moi pour le coup, j'ai toujours cru que Jabari Smith allait partir au Magic pour le coup. On a Ouais. eu, même si Holmgren avait des liens avec Suggs, il avait joué avec lui en high school et ils ont fait la même université un an d'écart. Je me disais qu'à la base, ils allaient drafter Jabari Smith parce que du talent, du tir, des besoins intérieurs, clairement, les trois prospects sont des postes 4, 4, 5. Mais clairement, je pensais qu'ils allaient choisir Jabari Smith. Après, j'ai eu des petits doutes avec Holmgren, mais j'avoue ne jamais avoir eu l'idée que le Magic allait drafter Banchero. Mais après, le talent est là, clairement. Le body, enfin voilà, c'était un des mecs les plus NBA ready de la draft. On va en reparler aussi un Clairement. petit peu. Et donc, enfin, ça me surprend, mais voilà, c'est que ça va quand même être un choix. Il va impacter directement le jeu C'est du clair. Magic, Ouais, c'est c'est ça. sûr. C'est pas un mauvais choix, mais c'est un choix qui me surprend un peu de la part du Magic. Après, le general manager, on le connaît bien. Il me semble que c'est celui qui était chez les Bucks avant. J'ai Ça, oublié c'est John son Hammond. nom.
John C'est ça, Hammond. voilà, John Ouais, Hammond. c'est ça. Et donc, voilà, je lui fais confiance. Il a su bâtir une équipe qui a gagné un titre. S'il prend Banquero, c'est qu'il voit du potentiel en lui. Après, ouais, enfin voilà, c'était un peu surprise aussi parce que Banchero, c'était quand même le seul des trois qui n'avait pas workout avec le Magic, Exactement. si il me semble. Ouais, exactement. Les gars, donc, vas-y. Non, c'est ça en fait. C'est vrai que quand on a vu la tête de Jabari Smith pendant toute la soirée, ça a été hyper surprenant parce que Ouais. Jabari Smith a workout que pour les deux premiers et Banchero a commencé à workout en dehors du top 1 en fait. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous on fait des mock drafts durant toute l'année, on essaie de comprendre quels sont les fits, quels sont les besoins de chaque équipe, comment est-ce qu'ils peuvent drafter, etc. Sauf qu'en fait, un front office NBA, c'est composé d'une vingtaine, d'une trentaine de scouts qui travaillent toute l'année sur un certain nombre de joueurs. Et eux, ils ont leurs propres envies, ils ont leurs propres préférences. Et si John Hammond, 10 minutes avant de prendre le choix, avant de prendre sa décision, il se dit non, mais en fait, j'en ai rien à faire des mocks. Le meilleur joueur pour moi, c'est Banchero. Et ben, en fait, il prend Banchero et il en a rien à faire de ce que dit Vosges, de ce que se dit n'importe quoi en fait. Ah bah clairement, Pour lui, clairement, et c'est pour ça que comme disait Raph, moi je salue totalement le geste de John Hammond en fait, parce que peu importe ce que disent les médias, peu importe ce que disent la majorité des personnes, notamment aux États-Unis, parce que Jabari Smith était très populaire aux États-Unis. Nous en France, on ouais. était vraiment beaucoup plus axés sur Holmgren. La majorité des scouts, la majorité des spécialistes draft étaient beaucoup plus axés sur Holmgren. Banchero était un choix plus qu'évident et un choix, on va y revenir, mais un choix qui rentre totalement dans les projets du Magic. Bah, justement, en parlant de Chet Holmgren, il a été choisi en deuxième position par le Thunder. Raphaël, pour toi, voilà, Chet Holmgren, c'est peut-être le meilleur défenseur des trois, hein, clairement, on peut le dire. Il est annoncé comme un défenseur générationnel. Est-ce que pour toi, Raphaël, c'est une valeur sûre dans la raquette du Thunder? Tout de suite, maintenant, il est prêt et il va tout de suite avoir un impact? Bah, clairement, parce que le Thunder, on sait très bien, hein, c'est l'équipe qui manquait vraiment deux joueurs intérieurs, de défense intérieure aussi. Ils avaient Derek Favors qui est un vétéran, ils n'avaient pas vraiment de jeunes à développer. Il y avait Jeremiah Robinson-Earl, mais bon voilà, c'est un peu léger pour le poste de pivot titulaire en NBA. Et clairement, Holmgren, il va apporter de la défense, il va apporter du shoot, il va apporter plein de choses, et il va surtout apporter aussi un peu ce côté nasty. C'est un mec qui a confiance en lui, c'est un mec qui a envie de gagner. Et même s'il est dans une équipe de jeunes, c'est des jeunes talentueux, hein. On a Shai, on a Josh Giddey, on a Lou Dort, on a des mecs qui peuvent aussi se donner en défense maintenant qu'ils ont peut-être un point d'ancrage à l'intérieur. Et ouais, c'est un joueur vachement intéressant. Et pour le coup, lui, j'ai toujours eu l'impression que dans les mocks, il allait au Thunder et qu'il avait aussi envie d'aller là-bas. Donc ouais, il va avoir de l'impact, il va falloir mettre un peu de muscle sur ce corps, mais j'y crois clairement sur le côté défensif. Ça va être un point d'ancrage qui va permettre au Thunder de s'améliorer et peut-être pourquoi pas de gagner un peu plus de matchs l'année prochaine. T'as dit quelque chose de super intéressant. C'est un mec qui a un peu la hargne et qui a comment dire, qui a envie de gagner, qui va peut-être amener, Florian, tu peux nous en dire plus, cette culture de la gagne à Oklahoma City. Ouais, complètement. En fait, quand le choix Banchero est tombé du côté du premier pick, on s'est demandé, ok, est-ce que OKC va du coup en profiter pour sélectionner Jabari Smith? Ils ne sont pas du tout allés là-dedans. Ils avaient un prospect en tête qui était Chet Holmgren. En fait, la plus grosse différence entre Banchero et Chet Holmgren, c'est que Chet Holmgren n'a pas cette dimension de potentiel franchise player. Ça va être un mec qui va te solidifier ta raquette pendant une dizaine, une quinzaine d'années. C'est un mec qui va peser dans la ligue, c'est sûr à 100%. C'est ce qu'on appelle un défenseur générationnel. On n'a plus vu ça depuis peut-être Anthony Davis en 2012. On est sur un défenseur plus, protection de cercle, défense en drop. Ok, il va pas défendre sur Jam Morant pendant tout le match, mais en drop, derrière les pick and roll, etc. C'est un mec qui est super intéressant. Tandis que Banchero est plus dans ce profil de créer de l'attaque. Le Magic avait besoin de créer de l'attaque. Ils avaient besoin d'un franchise player capable de créer un jeu offensif, ce qu'ils n'avaient pas. Alors que là, avec des joueurs comme Guidé et comme Shai, on est clairement dans un joueur où tu solidifies ta défense et tu entoures, tu te permets de solidifier et d'entourer cette équipe très très jeune et d'en faire une équipe sérieuse à l'avenir, bien évidemment, parce que en fait, tu crées un système défensif. Ton système offensif était déjà créé par des joueurs d'attaque, de drive and kick, de drive, de shoot comme Guidé, Dort et Shai. Et en plus, ils ont une plâtrée de joueurs en sortie de banc capables de créer de l'attaque avec Treman, avec Théo Malédon, etc. Clairement. Donc là, clairement, ils disent, ok, notre défense, ça va passer par ce mec, notre système défensif va passer par ce mec. Donc maintenant, on a l'attaque et on a la défense. On peut commencer à voir plus loin. Et c'est notamment quelque chose qu'on a vu après sur les autres picks de la draft.
Ouais, ça va sûrement porter un petit peu de stabilité à cette équipe d'Oklahoma City. En tout cas, avec Holmgren dans la raquette et Lugensdort pour défendre sur la ligne externe, Ouais, bonne chance pour attaquer, hein. Ça va être un peu chiant d'aller au cercle l'année prochaine sur OKC. Les gars, on passe au pick numéro 3, pardon, j'oublie Jabari Smith. Donc Jabari Smith, il tombe en 3, c'est un peu surprenant, il file du côté de Houston. C'était un peu la première surprise de la soirée puisqu'il était annoncé 1 par beaucoup de bookmakers, hein. Et comme Florian l'a dit tout à l'heure, il avait vraiment une cote énorme chez les Américains. Florian, je reviens vers toi. Pourquoi Qu'est-ce qui explique que Jabari Smith descende en 3 et est-ce que c'était une très belle opportunité pour les Rockets? bah, premièrement, en fait, il y a pas grand-chose qui explique que Jabari Smith descende en 3. On avait une draft à 3 joueurs majeurs. Et en fait, le fait est que tu pouvais prendre n'importe lequel des trois, c'était pas non plus une immense surprise. Ok, les Américains adoraient Jabari Smith, beaucoup de personnes adoraient Jabari Smith, mais même moi, je suis pas un si grand fan de Jabari Smith que ça. Et le pick en 3, c'est pas du tout scandaleux. Ça reste un joueur majeur, ça sera un joueur majeur dans cette ligue, il n'y a pas de souci. Mais c'est un super pick. Et en plus, au niveau du fit, moi, j'adore le fit Jabari Smith aux Rockets par rapport à Paolo Banchero. Pour moi, c'est un fit qui est exceptionnel pour les Rockets parce que c'est une équipe qui court, c'est une équipe qui space, c'est une équipe qui va à 100 à l'heure. Paolo Banchero est un joueur sur lequel tu bases ton attaque, alors que l'attaque des Rockets est aujourd'hui basée sur Jalen Green et sur Kevin Porter Junior. Donc à partir de là, avoir ce mec de 2m8, 2m10 qui court, qui galope dans tous les sens, qui est capable de shooter dans tous les sens, qui a un bras monstrueux, on parle d'un mec de 2m8 qui tire à 42% à 3 points, c'est juste C'est énorme. anormal, c'est complètement anormal, À c'est son une âge, erreur c'est de la pas nature. normal. C'est une erreur de la nature. Donc à partir de là, en fait, pour moi, le fit sur le poste 4, pour moi, il est parfait. Parce qu'il défend mieux que Banchero, il court mieux que Banchero, il shoot mieux que Banchero. Banchero est peut-être un meilleur joueur, peut-être qu'il fera une meilleure carrière, mais son profil fit beaucoup plus. Et on l'a vu faire la gueule, mais je pense on va pas trop lui en demander. Au début, c'est Jalen Green la rampe de lancement pour l'instant. Les 6-8 prochains mois, ça va être Jalen Green. On verra l'an prochain. Et pour moi, le fit, il est exceptionnel. Toi, Raphaël, t'es d'accord avec Florian, Jabari Smith aux Rockets, ça te plaît? Tu vois quelque chose se créer aux Rockets? Bah ouais, parce que ils ont une équipe de jeunes. Bon, l'année dernière, c'était un peu une équipe de jeunes, mais qui justement avait pas vraiment de joueurs intérieurs sur lequel s'appuyer, parce que Christian Wood, je trouvais qu'il donnait pas trop du sien dans cette équipe-là. Il voulait peut-être jouer dans une équipe qui justement gagnait. Et là, justement, avec un jeune qui arrive, un poste 4, un mec, comme tu l'as dit, qui s'est shooté à 42%, c'est complètement exceptionnel. Un mec qui est grand, un mec qui peut attaquer le cercle, qui peut, pourquoi pas, poser deux trois dribbles aussi. Il a un dribble assez correct pour un intérieur de ce type-là. Il va pouvoir aussi apporter un peu de liant à cette équipe-là et justement faire que Houston passe aussi peut-être d'une équipe qui joue totalement la loterie à une équipe qui peut se permettre, pourquoi pas, de gagner quelques matchs et aller voir un peu plus haut. Bon, je dis pas non plus qu'ils vont aller viser les playoffs, hein, c'est encore une équipe jeune, c'est encore une équipe qui a besoin d'apprendre avec des très jeunes joueurs qui sont pas forcément encore dans l'idée du collectif, mais on va avoir une équipe intéressante à voir jouer et surtout le pick and roll bah, soit entre Kevin Porter Jr. et Jabari Smith ou alors avec Jalen Green, ça va faire des ravages en attaque et clairement ils vont marquer du point l'année prochaine, ils vont marquer les top 10 aussi et puis voilà, ça va être une équipe qui va être encore séduisante à voir jouer. En défense, on va encore voir ce que ça donne, même si Jabari Smith est un bon défenseur, va encore falloir s'améliorer pour Houston en général. Il y a Mais d'autres voilà, mecs. Il y a ouais, il y Doug a quand Beck même en d'autres mecs défense. C'est aussi. vrai qu'ils ont fait une draft hyper profonde qui va justement permettre en récupérant Tari Eason et Ty Washington, c'est des mecs qui vont solidifier une défense et solidifier le poste de meneur de jeu. Et je pense que Ah, donc voilà. il y a tout pour qu'il réussisse ce mec. Donc voilà, c'est parfait. Ils vont avoir quelques pièces à jouer l'année prochaine. Donc voilà, Jabari Smith aux Rockets, très bon fit. Et ok, il a fait la gueule, mais je pense que sur l'année prochaine, il va aussi pouvoir kiffer un petit peu et sourire sur le terrain. Non, il a fait la gueule parce que je pense que oui, il s'attendait pas à tomber en 3, oui, non, c'est un gros bosseur en plus, Jabari Smith. Gros bosseur et pareil, un peu comme Holmgren, mentalité de gagnant, ça a la dalle. Donc on verra un peu toute cette jeunesse à Houston l'année prochaine pour voir un peu comment le projet évolue. Ça s'annonce très excitant. Les gars, on passe au pick 4. Donc là aussi, petite surprise, il faut le dire, hein. C'est même une très grosse surprise. Donc c'est Keegan Murray qui est sélectionné en 4 par les Kings. On s'attendait à ce que ce soit Jaden Ivey qui participe, mais c'est finalement donc l'ailier fort d'Iowa qui est choisi par Sacramento. Raphaël, bon choix pour les Kings ou encore très mauvaise inspiration? Bah après, on a toujours ce truc de se dire que les Kings ont toujours des mauvaises inspirations. Parce qu'on a l'impression qu'ils laissent toujours passer un joueur qui peut vraiment fit avec eux. Bah là, le fit naturel, on avait l'impression que c'était Jaden Ivey.
qui est parti juste un pic après, on va en parler. Mais Keegan Murray, c'est quand même un gros scoreur. Je crois qu'il est un peu plus vieux que les autres sur la draft. Si Florian, tu peux Beaucoup plus me vieux. Ouais, confirmer c'est ça? un Ouais, c'est ça. sophomore qui est très vieux, il a 22 ans. Donc en fait, on est sur C'est un des ça. joueurs les plus âgés de la draft. Donc peut-être le prendre en 4, je trouve ça assez étonnant parce que Mhm. justement, un joueur de 22 ans, la draft, on se dit plutôt que les mecs dans les hauts picks, c'est ceux qui font peut-être pas les meilleurs stats, mais qui ont du haut potentiel, et qui sont surtout plutôt jeunes, plutôt 18, 19, 20 ans. Les mecs de 22 ans, on l'a vu là, par exemple l'année dernière avec Chris Duarte, bah, il a été drafté un peu plus loin. Un mec qui peut impacter tout de suite, mais qui est drafté un peu plus loin parce que le plafond est peut-être un peu moins haut quand tu as un mec de 22 ans plutôt que quand tu as un mec de 19 ans. Mais après, les Kings ont des besoins à l'intérieur. Enfin, ils ont des besoins partout, mais à l'intérieur aussi. Il a scoré quasiment même plus de 23 points cette année avec Iowa. C'est un mec qui va pouvoir aussi impacter directement les Kings avec Sabonis. Voilà. Ils ont une raquette peut-être intéressante à voir jouer aussi l'année prochaine. Là, ils ont fait une saison où justement ils ont transféré à Liberton pour récupérer Sabonis et peut-être s'ancrer dans la raquette. Là, du coup, ils ont leur ligne extérieure avec Davion Mitchell et De'Aaron Fox, leurs intérieurs avec Keegan Murray et Domantas Sabonis. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on peut voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai encore ce petit truc de me dire, pourquoi avoir pris un mec de 22 ans quand justement tu peux avoir des prospects un peu plus jeunes avec pourquoi pas un peu plus de plafond. Bon, le plancher est là, mais le plafond, on va falloir en rediscuter un petit peu, je pense. Florian, t'es d'accord avec ça? Toi, le plafond de Keegan Murray, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus élevé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand tu l'as vu tomber en 4, ça a été quoi ta réaction? Ça m'énerve. C'est un coup de gueule parce que moi, c'est un pic qui m'énerve parce que moi-même, je suis grand défenseur du talent au-dessus du fit. Quand tu piques en 4, tu piques pas au fit. À un moment donné, tu as le quatrième, entre guillemets, tu as le quatrième meilleur joueur d'une génération sur une planète. Ne pique pas au fit. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Il pique au fit un joueur qui gagne est un super joueur de basket. C'est un joueur 3D qui peut jouer sur les postes 3 et 4, qui défend plutôt bien, qui sera jamais négatif en défense. C'est un bon scoreur, c'est un bon tireur à 3 points. Il peut faire plein de choses. C'est un glue guy qui va faire carrière en NBA. C'est un mec qui va faire carrière en NBA. Il va avoir 3-4 contrats. Il va faire une carrière de 12-15 ans. Super. Sauf qu'en fait, les Kings, ils vendent un fit alors que tu as des joueurs jusqu'au pic 25 qui peuvent remplir la même fonction. Il n'aura pas tous les ballons. Ça va être une troisième, une quatrième option dans la draft, dans son Bah, équipe. c'est surtout qu'il aura pas tous les ballons. Si c'est quand même un poste 3-4, tu l'as dit, il y a quand même Sabonis Ouais, non mais oui. Donc ils vendent aux un Kings fit, en plus. ils justifient leur pic parce qu'ils disent ok, il va remplir un besoin, etc. Mais t'as juste des mecs comme AJ Griffin, comme Ochai Agbaji, comme Shaedon Sharp, etc. qui ont beaucoup plus de potentiel, notamment Shaedon Sharp, AJ Griffin, etc. qui remplissent ce même besoin. Murray, c'est un très bon joueur de basket, mais pour moi, c'est un mec que je pique en 15. C'est pas un mec que je pique en 4. Donc si tu Ah veux un oui, joueur, carrément. bah ouais, si tu veux un joueur qui est 3D, qui remplit un besoin, qui va permettre de colmater les brèches entre Fox et Sabonis, qui va se mettre dans un corner pour prendre des shoots, et bah pique-le en 15. Tu peux pas piquer en 4 à ce niveau-là. C'est un super joueur, sauf qu'en fait, sur du quatrième pick, tu viens de prendre Robert Covington en fait. Donc j'adore Robert Covington, mais au bout d'un moment, tu peux pas piquer en 4 ce genre de mec. Et s'ils voulaient absolument Keegan Murray, bah trade down. Les Pacers étaient amoureux de Jaden Ivey. Mais trade down, va chercher Brogdon, va chercher un joueur en plus, fais quelque chose, bouge-toi en fait. Et ça m'énerve parce ils justifient leur pick par ce besoin de jouer les playoffs. Ok, Keegan Murray va nous aider à jouer les playoffs, etc. Et ça se trouve, ils seront très contents l'an prochain quand ils joueront les playoffs. Sauf que si Jaden Ivey a un pick d'après, il devient MVP dans 6 ans, ils auront un peu l'air con quand même. Et ça, c'est un peu un truc qui m'énerve. Ce serait, ce serait très Kings que Bah Jaden ouais, Ivey bah devienne ouais. MVP dans 6 ans. Ce serait vraiment très Kings. En parlant du loup, Jaden Ivey, donc c'est les Pistons hein, là, qui doivent être contents du choix des Kings. Donc ils sélectionnent Jaden Ivey en 5, les Pistons ils ajoutent forcément du talent offensif sur la ligne arrière. Il y a quand même un backcourt l'année prochaine, Kate Cunningham, Jaden Ivey à Détroit. Donc est-ce que Détroit, Raphaël, aurait pas trouvé ses perles rares? Et bah, c'est mon impression clairement, et comme vous l'avez dit avant, hein, Florian, tu l'as dit. Euh, Bah ouais, ce mec-là, il aurait pu partir un pic avant, et là, tu aurais eu du transfert, et tu aurais eu peut-être des choses intéressantes. Mais il est parti, et là, il tombe, entre guillemets, chez les Pistons. Et je pense que clairement, ils ne pouvaient pas rêver mieux. Ils ont un mec athlétique, un mec qui vont pouvoir développer, un mec qui peut, bah voilà, qui monte. On l'a souvent, on a des petites comparaisons avec plusieurs joueurs. Bon, on a du Jamoran, bon, on va voir encore un petit peu. Mais voilà, un mec qui fit clairement avec Détroit. Il va être là à côté de Kate Cunningham. Voilà, on va avoir le duo meneur arrière génial. Enfin, c'est exactement ce qu'il faut pour Détroit.
ils vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir continuer de développer leurs jeunes tout en ayant quelque chose de séduisant. Et puis voilà, enfin, Détroit redevient une place attractive de la ligue. C'est vraiment un fit hyper intéressant. Donc, moi, je vais laisser Florian continuer un peu dans le profil détaillé de ce joueur-là, mais moi, je suis très très heureux pour les Pistons et je suis très content. On va pouvoir regarder encore plus les Pistons l'année prochaine. Florian, ouais, pour revenir sur le profil de Ivy, c'est poste 2, super athlétique, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un poste 2-1, c'est un combo garde. Les Knicks en rêvaient pour en faire leur poste 1, par exemple. C'est un combo, ouais. C'est un joueur qui est amené à devenir. Après, le problème, c'est qu'il tombe. Enfin, le problème, entre guillemets, c'est qu'il tombe dans l'équipe de Kate Cunningham. Mais c'est un joueur qui a le talent et qui a l'ambition de devenir porteur de balle numéro 1 d'une équipe qui va loin en NBA. Moi, je suis hyper positif sur ce joueur. Dans mon big board, je l'avais numéro 1 avec Chet Holmgren. Donc, c'est un joueur que j'achète tous les jours. C'est un joueur qui est ultra explosif. C'est une pépite. Et en plus, quand on tombe avec autant de talent, donc un joueur surathlétique, qui va à fond dans les transitions, capable de shooter, capable de monter vertical. Il est absolument monstrueux dans ses premiers pas, dans ses prises de décision. C'est un joueur qui va kick out à très haut niveau en NBA. Et en plus, quand tu associes ce talent à du fit, comme c'est le cas ici, pour moi, c'est absolument monstrueux. Kate Cunningham est un joueur, pour moi, je le pense, ça va être un porteur de balle générationnel. En NBA, il est beaucoup trop fort. Et en plus, on remplit ce besoin de backcourt. On lui associe un joueur de backcourt qui adore la transition, qui lâche sa balle aussi, Ouais. qui peut shooter. Il commence vraiment à de mieux en mieux shooter Jaden Ivey. C'est un joueur de devoir qui est parfait pour épauler Cade, désolé. Et en plus, avec la triplette Killian Hayes, en fait, Détroit, ils auront un élément qui est essentiel pour aller loin en NBA. Ils auront tout le temps sur le terrain un mec qui est capable de créer de l'attaque. Tout le temps. Que ce soit un Détroit, ils auront un mec qui est capable de jouer sur pick and roll, très fort pour créer de l'attaque, etc. Avec des joueurs efficaces loin du ballon comme Sadiq Bey et autres, et des joueurs qui sont ultra performants sur pick and roll, poste 4 ou 5, avec Marvin Bagley, Jalen Duren comme ils ont pick après, et Isaiah Stewart. On est clairement sur une équipe League Pass, c'est une équipe sur laquelle il va falloir regarder beaucoup de matchs l'an prochain. Tu m'étonnes, ça va courir à Détroit. Tu viens d'en parler. Jalen Duren, Raphaël, il y a les Pistons du coup qui récupèrent Duren. Euh, Disons-le, est-ce que les Pistons sont pas les grands gagnants de cette draft 2022? Bah, ils font partie en tout cas des 3 équipes qu'on voit souvent ressortir comme le grand gagnant de cette draft. Et puis voilà, ils ajoutent aussi, comme tu l'as dit, on va en parler rapidement, un mec qui a un peu le physique à la Dwight Howard de l'époque 3 fois défenseur de l'année. Un mec qui peut se développer, qui peut devenir un gros défenseur et un rim runner. Voilà, c'est clairement ce dont ils avaient besoin. Ils ont Isaiah Stewart, qui est un très bon joueur, mais qui pour moi est peut-être un peu limité en termes de plafond. Mais c'est sympa pour la NBA, et peut-être en titulaire, faut voir. Jalen Duren et lui, ils vont tourner sur ce poste-là. Ils vont toujours avoir un joueur similaire, un mec qui défend, un mec qui va se donner à 100% sur le terrain, toujours présent au rebond défensif, peut-être au rebond offensif aussi. Et voilà, donc on peut les voir clairement comme le gagnant ou un des gagnants de cette draft. Je suis d'accord avec ça. Florian, Isaiah Stewart, Jalen Duren, Ivy, là il y a du bestiau à Détroit, il y a du physique. Ouais, carrément. Jalen Duren, c'est vrai que quand on évoque, moi quand on me demande le principal côté positif de Jalen Duren, c'est une bête physique, c'est un animal, c'est un C'est mec une qui est, bête, c'est un animal, ouais, c'est il exactement est ça. tracé comme pas possible, on a rarement vu ça. En fait, on n'a pas vu ça depuis DeAndre Ayton, où on voyait les photos des mecs, il avait des bras monstrueux. Sauf qu'en fait, Jalen Duren, il peut à peine acheter une bière en France. Il vient d'avoir 18 ans. Donc le potentiel de ce Ouais, mec est 2003, juste, hein. ouais, c'est juste absolument monstrueux. Ça va être déjà aujourd'hui le meilleur défenseur intérieur de Détroit. Parce qu'Isaiah Stewart est un joueur de devoir, mais il reste quand même assez limité défensivement. Marvin Bagley, j'en parle pas, il a failli sortir de la ligue à cause de ses problèmes défensifs. Mais en fait, c'est un mec qui peut totalement fit à côté de Marvin Bagley. C'est un très fort joueur de pick and roll, Jalen Duren, parce que il a des dispositions verticales qui sont absolument monstrueuses. C'est un mec avec des épaules qui peut poser des bons écrans, qui va aller au rebond, qui va se batailler. Et en plus, on commence à avoir beaucoup de flashs à la passe. C'est un très bon passeur pour son poste. On commence à avoir des petits flashs de shoot à mi-distance, etc. Donc, shooter capable pour l'instant, bon passeur, capable de poser des bons écrans, capable de courir. Il a un gros moteur, donc il va courir avec Jaden Ivey et avec Kate Cunningham. Il est vraiment associable à tous ces mecs-là et on le voit retomber en 13. Quand Détroit a vu le bouton pour avoir ce trade, je pense que ils y croyaient Ah pas bah là eux-mêmes. c'est. Oh, mais tu réfléchis pas, hein. Quand t'as la Ouais, possibilité,
Là, franchement, belle opération de la part de Détroit. Bon, en tout cas, ça fait vraiment un young core de grande qualité chez les Pistons. Donc, on verra comment ça se passe la saison prochaine. Les gars, on vient de voir un peu le top 5. Donc, on va pas aller plus loin dans l'analyse des pics parce que sinon, on est là après-demain soir. On va passer sur vos coups de cœur, un peu vos préférences de ce qui s'est passé sur cette draft. Je vais commencer par toi, Raphaël. Raphaël, toi, t'es parti sur un ou plusieurs joueurs. Je sais pas, c'est un peu surprise. Vous m'avez pas dit pour qu'on garde un peu la surprise. Raphaël, toi, c'est quoi ton joueur coup de cœur sur cette draft 2022? Et bah, sur le coup de cœur, moi je vais partir sur le mec qui me semble qui est parti en 29 et finalement en Rockets. Et voilà, Florian est en train de sourire et je vois qu'il voit de qui je parle. On parle de Ty Ty Washington. Alors, Ty Ty Washington qui était à Kentucky cette année. Donc voilà, sur ses stats cette année, c'était 12 points et demi, 3,5 rebonds, 4 passes. C'est un mec qui est un meneur qui est assez grand quand même, c'est un 6'4", donc il me semble que c'est un peu au-dessus du 1m90, une grande envergure. Et donc voilà, il a beaucoup reculé sur cette draft. On a vu certaines mock drafts le mettre autour de la 15-20e place, après des fois un petit peu après. Euh, il est tombé jusqu'en 29 et les Rockets, il me semble, ont tradé pour lui parce que c'est le pick de Memphis celui-là. Mhm, c'est Euh, ça. donc voilà, il a un gros mi-distance et un flotteur, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que moi je suis un mec qui a réappris à aimer par exemple les Demar DeRozan, les mecs qui shootent à mi-distance comme ça, les McCollum, ça me refait beaucoup kiffer ces mecs-là qui jouent un peu comme la NBA d'avant, mais finalement qui arrivent à s'adapter sur la NBA d'aujourd'hui. Donc je me dis que ce shoot-là, il peut pourquoi pas se traduire en NBA. Ça peut être un mec qui prend ses mi-distances et qui les met. Euh, donc voilà, un shoot à 3 points assez fiable. Sur ses 15 premiers matchs, il était à 40%. Sur les 16 derniers, il était à 30%. Donc sur la saison, ça fait 35. Il a montré qu'il peut shooter à un volume assez intéressant. Et justement, c'est quand même un assez bon défenseur. Bon, là, on parle juste de stats d'interception, c'est 1,3 cette année. C'est pas mal. C'est aussi un mec qui coupe bien les lignes de passe, qui défend bien. Et voilà, c'est un mec qui m'a vachement intéressé sur cette draft-là. Et le voir tomber jusqu'en 29, je trouve ça très bas. Peut-être qu'il doit retravailler aussi, il n'est pas hyper rapide, son premier pas n'est pas supersonique. Il a été comparé souvent à Maxi et à Quickly. Il n'est pas aussi Mhm. supersonique que ces mecs-là, je trouve. Il a encore un petit peu à retravailler là-dessus. Il provoque peut-être pas assez de lancers parce qu'il aime beaucoup les flotteurs, c'est peut-être un truc encore à retravailler. Mais voilà, c'est quand même un mec que j'ai envie de voir. Et même si c'est aux Rockets, bon, moi en tant que fan du Thunder, c'est pas la franchise que je préfère, mais j'ai quand même regardé quelques matchs pour me dire, bah, ce mec-là, pourquoi pas gratter quelques minutes derrière Kevin Porter Jr. Bah, et moi, tu vois, en tant que grand fan des Rockets, je suis très content. Je suis très content qu'on récupère Washington sur ce pick 29. Je pense qu'il a pas mal de choses à apporter en sortie de banc, très clairement, et qu'il aura le temps, justement, de se développer avec tout ce young core à Houston. Florian, toi, tes coups de cœur, puisqu'il me semble que tu as plusieurs coups de cœur, toi, tu es parti sur des équipes. Ouais, exactement. Bah, là, déjà, c'est vrai que, premièrement, pour un peu rebondir sur ce que vous venez de dire, un des gros coups de cœur de cette draft, ça a été Raphaël Stone et les Rockets. Donc, Raphaël Stone, faut commencer à connaître ce nom parce que là, il vient de sortir deux masterclass coup sur coup avec la draft de l'an dernier. Et en fait, le fait était que beaucoup pensaient que simplement Houston allait s'en sortir avec un peu le rejeté des trois premiers. C'est-à-dire que si on prenait Jabari Smith, si on prenait Chatham Green, eh ben ok, bah très bien, Houston prenait Paolo Banchero. Et en fait, non, 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 ils s'en sortent avec un joueur qui fit énormément. Donc ça, je pense que Raphaël Stone a été très content parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fit pour cet effectif. Ensuite, ils vont nous chercher un 17e choix avec Tari Eason, qui est un joueur perfectible. Il est pas tout jeune, mais il est encore perfectible. Mais il a un plafond défensif absolument, un plafond et un plancher absolument monstrueux. C'est peut-être Gros défenseur, ouais. le meilleur défenseur extérieur ou tout poste confondu de ces dernières drafts. On parle d'un joueur qui a des pourcentages de contre et d'interception par rapport à son nombre de possessions sur le terrain qu'on n'a pas vu depuis, mais je crois qu'il est dans le top 3 de l'histoire où on n'a pas vu depuis des Tybalt, on n'a pas vu Non, depuis non, des. très, 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 très C'est gros quelque chose défenseur. Ça de. va faire du Ouais, bien à Houston, ça. c'est quelque chose de très impressionnant. Après, il a un gros caractère. Beaucoup disent qu'il est un peu bête sur le terrain. Je suis pas d'accord. Je pense que simplement qu'il avait un rôle qui lui allait pas du tout à LSU. Il sortait du banc, il voulait pas. Ça l'embêtait. Et ensuite, ils vont nous chercher Ty Ty Washington qui chute assez inexplicablement. Tout simplement, ce qui est assez étrange, c'est que c'est le 29e choix, c'est le premier meneur. Donc en fait, les franchises n'avaient pas envie de meneur à cette draft. Tout le monde savait que c'était le meilleur meneur de jeu Mhm. et pourtant ils le piquent en 29. On a Dalen Terry qui part aux Bulls, mais c'est pas vraiment un meneur de jeu.
Et moi, contrairement à toi, Raphaël, je pense que il va apporter beaucoup plus qu'on ne le pense parce que Kevin Porter Jr. est un mec que j'adore, mais il y a beaucoup de doutes sur le fait est-ce que c'est vraiment un meneur de jeu. Est-ce que c'est pas plutôt un pétard ambulant en sortie de banc. Et en fait, là, on lui met dans les pattes un vrai meneur de jeu, un maestro sur pick and roll qui va pouvoir mettre justement Jalen Green et Jabari Smith dans les meilleures conditions. Je pense que Kevin Porter Jr. va se suer très très fort quand il sera sur le banc et qu'il verra que Taita il est en train de jouer et il est en train de performer avec Jalen Green et le troisième choix de la draft. Donc je pense que c'est un gros coup de cœur pour ça. Et ensuite, mon vrai coup de cœur, puisque c'est ma franchise de cœur, c'est Indiana. Je suis très circonspect et j'étais très stressé sur leur choix. Je voulais surtout pas qu'on se retrouve avec Keegan Murray parce qu'on est sur une équipe qui est très jeune. Et en fait, on se retrouve avec Ben Mathurin, donc le Canadien en pick 6. Ben Mathurin est un arrière-ailier, c'est un fort shooter doté de capacités physiques et athlétiques qui est largement au-dessus de la moyenne. Il était attendu entre le pick 6 et 8-9, donc on est clairement dans le range sur lequel il était attendu. Et en fait, ce qui me plaît, on avait peut-être un plafond plus haut sur Sharp, Shaden Sharp. Moi, je voulais Shaden Sharp, mais en fait, à Indiana, on a préféré la sécurité. Il est complémentaire de Haliburton, c'est un fort shooter, c'est un joueur de cut, c'est un joueur de alley-oop très fort en transition, très très fort shooter, comme je le répète. Pour moi, il a le meilleur geste. Il a un geste qui est tellement pur que c'est incroyable. Ça peut être la troisième option d'une équipe qui va loin. S'il a le mental qui suit, il peut se rapprocher d'un joueur comme Klay Thompson, comme Cal Bridges, etc. C'est vraiment un joueur qui est très très fort. Mais le problème de ce mec, c'est qu'il se croit comme un créateur principal. Il veut être Kevin Durant en fait. Il veut être ce mec-là. Et d'un côté, ça m'embête parce que j'ai pas envie. Ne te crois pas ça parce que tu peux être un joueur tellement exceptionnel. Donc s'il te plaît, cadre-toi. Et ensuite, C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait jouer les Kevin Durant, quoi. bah ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc ne te prends pas ça. Et ensuite, ce qui me rassure, c'est qu'il joue à côté de Tyrese Haliburton et le ballon sera dans les mains de Tyrese Haliburton. Ouais. Et ça me rassure parce qu'il va le cadrer. Et c'est d'ailleurs la première chose que Kevin Pritchard, donc le GM de Indiana, lui a dit, c'est tu vas avoir la chance de jouer avec Tyrese Haliburton, donc tu as tout pour performer. Et moi, ça me rassure. Et ensuite, sur la suite de la draft, on a pu pick Andrew Nembhard, qui est le meneur de Gonzaga, qui est un meneur sérieux, qui va apporter beaucoup de fluidité dans le jeu. Peut-être que ça veut dire qu'on compte plus sur TJ McConnell à l'avenir. Mais voilà, c'est un mec qui je pense qu'il va avoir un contrat de 4 ans pour un deuxième tour. Ça va être très intéressant. Et enfin, pick 48, je m'y attendais pas, Kendall Brown, qui tombe à Indiana. C'était un mec qui était attendu en début de saison, il était attendu dans le top 15. On tombe sur un pick 48 avec Kendall Brown. Donc il n'est pas du tout prêt à jouer en NBA. Mais on est sur un mec sur un plafond qui est plutôt haut. Donc ailier physique À développer. qui va jouer dur, etc. C'est un profil qu'on n'a pas à Indiana. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Je suis plutôt rassuré. Il y avait beaucoup pire à faire, largement pire à faire. Donc on retombe sur nos pattes et c'est plutôt satisfaisant. Bon bah on suivra un peu ce qui se passe à Indiana après cette saison, il faut le dire, assez décevante. On espère que ça va pouvoir relancer un peu la machine du côté des Pacers. Messieurs, un autre coup de cœur comme ça ou on a fait le tour? Moi, je vais t'en partager deux petits rapidement. Allez, vas-y. Je vais pas être non plus dans l'originalité. Et un mec qui a beaucoup glissé, qu'on a annoncé plus haut, c'est AJ Griffin. Ouais. Voilà, c'est un mec, pareil, body NBA ready. Clairement, un mec qui est là, c'est un 6'6", qui a une bonne envergure, qui est surtout un super, super shooter. C'est peut-être le shooter de cette draft. On va pouvoir débattre là-dessus. Enfin, on débattra peut-être là-dessus. C'est peut-être le shooter de cette draft qui a shooté à 44,7% cette saison et sur 4 tentatives. Donc voilà, il y a quand même un volume. Même en NCAA, c'est intéressant. On peut voir qui s'est shooté. Et en plus, surtout, il a partagé aussi le ballon avec Paolo Banchero et avec Mark Williams. Donc c'est pour ça que ses stats sont pas exceptionnelles, mais clairement, elles montrent aussi que même à Duke, il a pu faire son trou. Donc il était à un peu plus de 10 points et 4 rebonds, mais surtout en seulement 24 minutes. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Donc voilà, gros shooter, athlétique. Mais le truc, c'est que c'est un mec qui a été très 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 souvent blessé. Donc c'est pour ça qu'il a glissé jusqu'en 16 chez les Hawks. Et donc les Hawks, là, clairement, ils se sont dit un truc, peut-être l'opposé d'équipe, ils se sont dit, là, on y va au talent. Euh, on prend ce mec-là, il peut avoir un super plafond, il peut être peut-être un 3 du futur pour Atlanta qui veut transférer pas mal de son effectif. Et si ce mec-là se blesse pas, il peut faire une carrière super intéressante en tant que sniper en NBA. Et on sait que ça, c'est la NBA d'aujourd'hui. C'est des mecs qui ont ce physique-là, qui peuvent mettre des shoots, qui peuvent aller driver au panier. Voilà, hyper intéressant. Un coup de cœur pour lui, je peux le dire.
Et le dernier mec que j'ai envie de partager, c'est un mec dont on a entendu parler, qui a glissé jusqu'à la fin du premier tour vers Miami. C'est Nikola Jovic, qui jouait au Mega Mozart. C'est en Serbie, il me semble. C'est le même club que Nikola Jokic, il y a quelques années. Donc Quel lui, pareil, running gag incroyable. quel running gag, c'est fou. 2,08 m, qui joue entre guillemets meneur, c'est pas commun quand même. C'est un mec, t'as envie de voir ce que ça donne sur les parquets NBA. Voilà, c'est un mec qui aime la transition, c'est un mec qui peut faire des bonnes passes, il a une vision du jeu. C'est un catch and shooter régulier. Bon voilà, on sait très bien que dans les pays de l'Est, dès que tu as un nom de famille qui finit en itch, tu sais shooter. C'est normal, hein. Donc voilà, la vision du jeu, il trouve facilement ses coéquipiers. Il a perdu beaucoup de ballons cette année parce que c'était vraiment une belle option offensive de son équipe, mais c'est quelque chose qui en NBA, il va pouvoir être cadré, même chez Miami, qui est clairement une franchise qui a la culture de la gagne, qui va pouvoir clairement développer ce mec-là, pourquoi pas. Euh, et puis voilà, enfin, c'est un mec qui a encore des choses à revoir, surtout la défense, mais là, clairement, Miami, ils se sont dit aussi, on voit un mec, un fric, enfin, comment dire, un meneur qui, enfin, il va peut-être pas jouer meneur en Atypique. NBA, c'est hyper atypique comme joueur. Là, pareil, ils se sont dit, on va y aller, on va tester ce mec-là, on a déjà notre effectif, on est allé en finale de conf cette année, on a des mecs solides, on va pouvoir essayer quelque chose. Nikola Jovic, on y va, c'est quelque chose d'hyper intéressant, et j'ai hâte de le voir. Je sais pas s'il va beaucoup jouer, ça va être compliqué dans une équipe qui a quand même, qui vise quand même le titre, clairement. Mais pourquoi pas dans 1, 2 années voir quelque chose d'intéressant pour Nikola Jovic. J'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà. En plus, du coup, avec la petite patte de Pat Riley derrière le hit, ça peut donner que des choses bien. On le sait, on le répétera jamais assez, mais t'as beau avoir tout le talent du monde, la franchise dans laquelle tu tombes et l'organisation qui va te développer et t'encadrer, c'est beaucoup trop important. Vaut mieux se retrouver à Miami, en effet, que se retrouver à Minnesota, sans vouloir manquer de respect aux Timberwolves, hein, mais c'est une réalité. Les gars, merci pour ces petits coups de cœur. Pour finir, on va être obligé, on va faire un petit tour de nos Frenchies, parce qu'on a quand même eu 4 Frenchies sélectionnés cette nuit. Donc on va évidemment commencer par Ousmane Dieng, drafté en 11e position justement par OKC, qui a sacrifié plusieurs premiers tours de draft pour obtenir le pick des Knicks. Florian, je me tourne vers toi. Atterrir à OKC dans une équipe en construction, est-ce que c'est une bonne chose pour l'ailier des New Zealand Breakers? Alors pour moi, la première énorme bonne chose pour Ousmane Dieng à OKC, c'est qu'il est voulu. Il le voulait. Ils ont sacrifié. Ouais. Bah tu, ouais. On connaît l'amour de Sam Presti pour ses premiers tours. Il en a sacrifié pour aller chercher Ousmane Dieng. Rien que pour monter de un pic. Donc ça veut dire que Ousmane Dieng était populaire chez les front office et que Sam Presti a dit je le laisserai pas passer. Ce mec-là est pour moi. Donc ça c'est très 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 positif parce qu'il comptait. Ça veut dire qu'il compte fort sur lui. Et ensuite je pense que à travers la draft qu'ils viennent de réaliser, je pense que OKC a décidé enfin de passer au step d'après. On arrête d'accumuler des premiers tours, on arrête d'accumuler des assets, on passe au Ouais, ça step commence d'après. à faire beaucoup là. Exactement. Donc ils prennent un mec avec Ousmane Dieng qui a un potentiel monstrueux, on le sait. Et en plus, juste après, ils prennent Jalen Williams qui est un ailier qui va impacter tout de suite. C'est un ailier de 22 ans qui sort de Santa Clara, très fort shooter, très fort défenseur, bon playmaker, bon dribbleur qui va impacter tout de suite cette franchise. Et avec Chet Holmgren, on lui associe le pivot donc au deuxième tour qui est Jalen Williams, qui est un pivot, passeur, rebondeur, dur au mal, etc., qui va impacter tout de suite. Donc en fait, Ousmane Dieng tombe pour moi pile poil dans la bonne destination. Une franchise qui est à la fois patiente parce qu'on sait qu'ils savent développer les jeunes, et une franchise qui, à travers cette draft, Clairement. est en train enfin de passer le cap, de dire ok, on arrête de tanker à tout va. Peut-être qu'ils vont le faire une dernière année, parce que 2023, on connaît les oiseaux qui arrivent, c'est absolument monstrueux. Mais pour moi, Ousmane Dieng, là, dispose de 2-3 ans dans lesquels il va pouvoir se développer. À travers cette draft, on comprend qu'ils vont peut-être arrêter les projets Pokusevski, ils vont peut-être arrêter les projets Darius Bazley, etc. Là, on est sur une nouvelle Au bout d'un génération de moment, forward. C'est ça, exactement. Au bout d'un moment, ouais. ces forwards-là n'ont pas Va falloir fonctionné. mettre des tontons C'est vétérans pour ça, cadrer tout ça et commencer exactement. à instaurer une culture de la gagne à Oklahoma City. Ils rentrent Je là-dedans, suis très d'accord avec clairement. ça. Ouais, très clairement. Raphaël, tous les voyants sont ouverts là pour Ousmane Dieng? Tous les voyants sont au vert, c'est cool, il a de quoi se développer, il évolue, il veut jouer pour une équipe comme celle-là, je pense. C'est séduisant quand tu arrives à OKC et que tu es un rookie, même si tu arrives en pick 11. Tu joues avec des mecs jeunes qui courent, c'est sympa. Euh, donc voilà, un mec qui va pouvoir bien se développer dans la culture d'OKC. J'ai rien à dire là-dessus, c'est cool, il va jouer. Euh, il va faire un beau bout de carrière à OKC. Je suis content pour lui, en tout cas. Il Ouais, va, il va c'est peut-être surtout qu'on.
il va peut-être, ne soyons pas étonnés qu'il fasse quelques mois de G-League, etc. C'est un joueur qui est très jeune, Mais il ça, n'est il est pas prêt, il ne peut pas être trop souvent sur un terrain NBA pour l'instant. C'est normal. Faut pas se oui, frustrer. il y aura pas de mal à aller se faire un peu Ouais, les dents en G-League et venir un peu plus préparé pour exposer tout son talent à cette NBA. Donc les gars, on va parler des trois autres Frenchies qui ont été sélectionnés. Donc ils sont tous partis au second tour. Donc on a Moussa Diabaté qui est parti en 43 chez les Clippers, Ismaël Kamagaté qui est parti en 46 chez les Nuggets et Hugo Besson qui est le dernier choix de cette draft, donc en 56 chez les Bucks. Florian, faut s'attendre à quoi pour l'année prochaine? Est-ce qu'on les laisse se développer dans leur ligue actuelle? C'est quand même assez difficile d'imaginer qu'ils arriveront à avoir des minutes dans des effectifs déjà compétitifs comme les Clippers, Nuggets et les Bucks. bah, ça dépend lesquels, parce que c'est vrai que on a deux profils. C'est-à-dire que Hugo Besson et Ismaël Kamagaté sont déjà plus vieux que Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, il a Ouais. 19 ans. Et pourtant, étonnamment, c'est le joueur que je vois le plus avoir de temps de jeu l'an prochain. Parce que les Clippers, mine de rien, Moussa Diabaté est un joueur, pour faire très très rapide, c'est un joueur avec une énergie ultra débordante, très 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 bon défenseur. C'est un joueur qui, dans le marasme de Michigan cette année, a montré que c'était peut-être le meilleur joueur de Michigan sur l'année, alors que c'était pas du tout prévu pour. Moussa Diabaté avait une vraie cote parmi les front office NBA et, et peut-être dans l'optique des Clippers, ils vont perdre des joueurs. Est-ce qu'ils vont garder Azen Hartenstein, toujours compliqué à dire celui-là, sur le backup 5? Il peut gratter des minutes. Pareil, il va faire des allers-retours en G-League, etc. Mais Moussa Diabaté, dans cette énergie débordante, dans cette envie, peut totalement rentrer dans ce combat physique que les Clippers imposent souvent à leurs adversaires. Mhm. Je suis moins confiant sur Ismaël Kamagaté et Hugo Besson, quoique ils vont avoir, je pense qu'un des deux, ou voire les deux, peuvent avoir un two-way contract. Je ne serais pas du tout étonné, malgré le fait que ce soit le dernier choix de sa draft, que Hugo Besson ait un contrat garanti. On a vu les galères des Bucks à avoir de la création offensive en sortie de banc l'an dernier. George Hill était cramé, blessé. Ah bah, Donc, Georgie, ça fait un moment qu'il est cramé. Hein. Hugo Besson, je ne serais pas du tout surpris qu'il lui propose un deal à la Théo Malédon sur du 2+2. Ouais. Il peut apporter des choses. Ça va dépendre de sa Summer League. Ces trois-là vont dépendre de leur Summer League, mais les trois ont leur chance. Ils sont tombés dans des candidats au titre sur des postes non remplis en fait. Donc C'est les ça. Clippers ne sont pas blindés C'est- à l'intérieur. Les Nuggets derrière Ouais. Jokic ne sont pas blindés parce que Cousins apparemment serait sur les tablettes des Blazers, etc. Et Hugo Besson a sa chance à l'arrière chez les Bucks. Donc ils ont été piqués au deuxième tour, mais quelle chance de tomber là-dedans en fait. Ouais, Raphaël, t'es d'accord avec ça? Ils ont peut-être quand même un petit créneau pour essayer de faire leur trou et gratter quelques minutes pour prendre un peu d'expérience? Je suis d'accord avec ça parce que les Clippers, ils aiment bien essayer ces petits mecs-là. Ouais. L'année dernière, ils ont par exemple drafté Brandon Boston. C'était en fin Mhm. de, je sais pas si c'était fin de premier tour ou au second tour. Ils l'ont fait jouer. Ils l'ont testé. Ok, ils ont eu des blessés, mais ils l'ont fait jouer. Même il y a quelques années, ils avaient Mfiondu Kabengele, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Pareil, ils l'ont fait jouer alors que c'était un mec du second tour. Et donc, il va avoir quelques opportunités. Ça va pas être énorme, je suis d'accord. Ils ont des questions sur leurs intérieurs. Et puis clairement, ils sont pas blindés sur le poste 5. Voilà, Ivica Zubac, c'est leur titulaire. C'est pas le meilleur pivot de la planète. On peut en trouver un quasiment dans chaque équipe. Hartenstein, voilà, on ne sait pas s'ils vont pouvoir le conserver. Il va avoir quelques chances et il va se faire de la G-League pareil pour se faire les dents. Ça va être cool. Kamagaté, je crois qu'il a annoncé, il me semble, rester un peu à Paris cette année. Je suis pas sûr qu'il l'ait annoncé, mais en tout cas, il y a quand même des grosses rumeurs sur le fait qu'il reste à Paris. Pourquoi pas jouer avec Victor Wembanyama, ça va être intéressant ça aussi. Et voilà, pareil, il va pouvoir aussi se développer. Kamagaté, c'est un mec qui est jeune encore. C'est pas non plus un mec de 19 ans, mais 21 ans, c'est quand même jeune pour se développer. Gros contreur, défenseur, peut-être ce dont les Nuggets à l'avenir auront besoin en sortie de banc. Et pareil, Hugo Besson, tu as raison pour le coup. Derrière Jrue Holiday, il n'y a pas vraiment de mecs qui savent prendre le ballon, faire du pick and roll chez les Bucks. Ils en ont Ouais. quelques-uns. Hein. Ils ont Middleton, mais qui n'est pas un arrière, il joue plus 3. Donc, ouais, il va aussi avoir des opportunités. Ils vont dépendre de leur Summer League. Tu as vraiment raison là-dessus. Ils vont, j'espère pour eux, faire une Summer League intéressante et pourquoi pas avoir des contrats, si ce n'est garanti, des choses intéressantes avec des opportunités, quelques-unes en NBA. Donc, hâte de suivre nos Frenchies l'année prochaine.
Ouais, c'est ça. Puis en plus, pour rester sur les Bucks, ouais, derrière Drew Holiday, c'était George Hill. Bon, George Hill, Florian l'a dit, il est cramoisi depuis quelques années déjà. Et puis t'as en playoff l'absence de Middleton, ça faisait quand même un peu. Les Bucks étaient vraiment limités et en manque de création en attaque à côté de Giannis Antetokounmpo et Drew Holiday quand même, il faut le dire. Donc pourquoi pas Hugo Besson, faut voir. Puis de toute façon, même si ça retourne dans les ligues respectives, si ça part en G League quelques matchs, pour se développer, c'est pas un mal en soi. Voilà, faut prendre le temps. Ils sont encore jeunes. Hein. Y a pas de, c'est pas parce qu'ils ils jouent pas 15 minutes par match cette année que leur carrière est déjà enterrée. Et c'est comme ça que ça marche, Euh, tout simplement. Bah oui, bien sûr. C'est un peu aussi souvent que ça, enfin c'est souvent comme ça que ça marche avec les seconds tours de draft quand même. Il faut le dire. Vraiment. Mais voilà, on sait ce qu'un second tour de draft ça peut donner. Hein. Tu peux être drafté pendant une pub Taco Bell et finir double MVP. On sait jamais. On sait On jamais. sait jamais. Lillard, long range three, and it's good! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir, c'était comme toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify, et surtout laissez-nous un commentaire sur YouTube ou sur les réseaux. Donnez-nous votre avis sur cette draft 2022, qui fera la meilleure saison rookie pour vous, ou au contraire qui sera un bust. Toute l'équipe de l'analyste se fera un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous dis à la prochaine.